Cher Michel, cher Pascal, chers partenaires et amis de Neoma, chères étudiantes, chers étudiants, chers professeurs, chers collaborateurs de nos deux institutions, je suis Delphine Manceau, la directrice générale de Neoma, et c'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir tous aujourd'hui pour cette première édition des rencontres géoéconomiques et géopolitiques co-organisées par l'IRIS et par Neoma. Je souhaite vraiment vous souhaiter la bienvenue sur notre campus parisien. Je vais simplement dire quelques mots pour partager avec vous la genèse de cet événement auquel nous pensons depuis longtemps, conjointement entre les équipes de l'IRIS et les équipes de Neoma, Pascal Boniface, Michel-Édouard Leclerc, moi-même et toutes les personnes qui travaillent avec nous. À Neoma, nous sommes convaincus que la géopolitique est une compétence essentielle pour les décideurs et les managers. Il nous paraît primordial qu'ils comprennent et qu'ils intègrent dans leurs décisions comme dans leur stratégie, en quoi les enjeux économiques et géopolitiques impactent les entreprises et au-delà la société dans son ensemble. Je ne vais pas faire un panorama de l'actualité entre la guerre en Ukraine, le conflit israélo-palestinien, les coups d'État en Afrique, la puissance de la Chine, les prochaines élections américaines, mais tous ces éléments et tous ceux que je ne mentionne pas prouvent à quel point les événements extérieurs ont des répercussions immédiates sur nos entreprises, qu'elles aient une activité internationale et globale ou une activité purement nationale. Et tous ces événements montrent combien la géopolitique fait partie intégrante du développement des entreprises. Dans ce contexte, il nous semble absolument indispensable de former à la fois les managers actuels et les futurs managers aux questions géopolitiques, donc à la fois dans le cadre de nos programmes de formation initiale, mais aussi dans le cadre de nos programmes de formation continue. En tant qu'étudiant, je me tourne là parce que les étudiants sont plutôt dans cette partie de la salle, en tant qu'étudiant, il s'agit pour vous de bénéficier de solides clés de lecture pour mieux appréhender le monde actuel et mieux s'y orienter, afin d'en devenir des acteurs éclairés. En tant que manager, il s'agit d'avoir des compétences et le recul nécessaires pour prendre les bonnes décisions pour son entreprise ou son institution. C'est tout le sens du partenariat que nous avons noué entre l'IRIS et Neoma en 2021. Un partenariat étroit avec IRIS-SUP au croisement de la géopolitique et du management. Nous avons un double diplôme entre notre programme Grande École et plusieurs programmes d'IRIS-SUP. C'est le premier point, et nous avons une vingtaine d'étudiants qui, chaque année, suivent ce double diplôme. Le deuxième volet, ce sont des événements communs comme celui d'aujourd'hui. Le troisième volet, plus récent, c'est l'élaboration de formations conjointes pour des cadres d'entreprise autour des thèmes du leadership et de la géopolitique. Il y a à la fois des formations sur mesure pour des institutions qui veulent former un certain nombre de leurs cadres ou de leurs dirigeants, et puis un nouveau certificat que nous venons de lancer, qui s'appelle Leadership et géopolitique, et qui s'adresse aux managers expérimentés de différentes entreprises réunis pour échanger sur les sujets géopolitiques et l'impact sur le leadership et le management. Si certains d'entre vous êtes intéressés, les équipes de nos deux institutions sont présentes ici pour répondre à vos questions et les brochures sont au fond de cette salle. La matinée d'aujourd'hui fait partie de ces initiatives communes. Elle répond à notre volonté de mieux accompagner les décideurs et les managers dans la construction d'une réflexion riche et critique sur les relations internationales et sur leurs évolutions les plus récentes. J'aimerais remercier très chaleureusement les personnes qui ont rendu cet événement possible. Tout d'abord, l'ensemble des intervenants qui participeront ce matin aux deux tables rondes, qui proviennent d'horizons divers, des ONG, des entreprises, des think tanks, mais qui sont tous animés d'une passion commune, comprendre les dynamiques complexes qui façonnent le monde d'aujourd'hui en matière d'énergie et de souveraineté alimentaire. Vous avez vu que nous sommes au cœur de l'actualité avec la présentation au Conseil des ministres hier du projet de loi sur les questions agricoles et alimentaires. Nous sommes honorés de compter parmi vous l'ensemble de ces intervenants et je suis sûre que votre participation à tous contribuera à notre réflexion collective.
Je voudrais ensuite remercier chaleureusement les deux initiateurs de ces rencontres, Michel-Édouard Leclerc, président de l'IRIS, président de Neoma Business School, et Pascal Boniface, qui dirige l'IRIS depuis tant d'années et qui l'a fondé. C'est une grande chance de bénéficier de leur expertise sur ces questions et je suis très heureuse que Neoma puisse vous accueillir aujourd'hui pour les écouter tous les deux et échanger avec l'ensemble d'entre nous. Je suis certaine que ces échanges contribueront à nourrir vos réflexions et permettront de nouer un dialogue fructueux entre nous tous. Je laisse maintenant la parole à nos intervenants et je vous remercie d'accueillir chaleureusement Michel-Édouard Leclerc. Bienvenue à bord. Cette initiative, en fait, est un peu un acte fondateur. Nous voudrions, avec Pascal Boniface, avec les équipes de l'IRIS et celles de Neoma, créer une dialectique entre l'analyse stratégique et en même temps l'adaptation très pragmatique, très concrète, auquel chaque entreprise doit faire face. Alors ça concerne aussi bien la gestion de l'entreprise, ses approvisionnements, tout ça, et puis ça concerne aussi des rapports nouveaux probablement entre l'État et les entreprises, entre l'État français et les entreprises, entre les États et leurs entreprises, voire entre les États et les États. C'est la configuration depuis 3 ou 4 ans de ce qui nous arrive nous amène à réfléchir. En tout cas, à laisser tomber cette espèce de projection linéaire où, à partir d'une école historique, on resterait dans une mouvance qui ne nous permette pas aujourd'hui d'interpréter le monde. Donc, je vous souhaite la bienvenue au sein de nos deux équipes. Il faut savoir, pour dire les choses très simplement, c'est d'abord une histoire de rencontre, c'est une histoire de passion. Ce sont les chambres de commerce de Reims et de Rouen qui, ayant fait fusionner leur école et créé Neoma, m'ont demandé à moi, monsieur du carrelage des supermarchés, de venir chapeauter d'abord une école qui a beaucoup nourri la distribution, qui s'appelle l'Écale, qui a beaucoup de cadres de Carrefour, d'Intermarché, de Système U, ça vient de l'Écale, et de Neoma, pour en faire, allez, Delphine, la 5e école française, hein, c'est notre objectif. Donc, on met une énorme pression sur Delphine. Elle a un conseil d'enfer. Et il se trouve que de l'autre côté, Pascal a dit je travaille avec d'anciens jeunes collaborateurs de Pascal. Nous avons commis un petit livre avec Alexandre Tuaillon, qui était secrétaire adjoint de l'IRIS, et sur justement la République des essentiels pendant le Covid. On est parti sur une réflexion et y compris avec Pascal sur toutes ces attentes et puis ces sentiments de déclassement aussi de nos métiers, de nos professions, de nos secteurs par rapport à cette énorme mutation à la fois technologique, géopolitique, écologique, etc. Et donc, en fait, si vous regardez bien la séquence, il y a 5-6 ans, les livres qui se vendaient, jusqu'à il y a 5-6 ans, à travers les livres qui se vendaient, le jeu international était beaucoup le fait des multinationales. Alors, il y a les grandes figures américaines, évidemment, du monde des services et de l'Internet et du web. Mais quand même, il y avait une vraie compétition entre les multinationales et les États, dans la mesure où, encore maintenant, parler d'une imposition mondiale, aujourd'hui, est un peu une gageure. Le dumping fiscal d'État est soumis à une pression concurrentielle de ces acteurs économiques. La remise en cause de la responsabilité sociale des producteurs, tout ça, les ONG, par rapport aux multinationales, s'adressent-elles aux multinationales ou aux États fabricants de droits? C'était un peu nos débats d'il y a 5 ans, il y a 6 ans. L'irruption du Covid a modifié les demandes des uns et des autres et les appels à contribution des uns et des autres. Cette pandémie a mis une pause, en fait, dans les échanges internationaux. Et le libéralisme international en a quand même pris un sacré coup.
avec des réflexes de survie, nous offrant quelques scènes mémorables de guerre économique et sanitaire. Hein, c'était... faut voir. Pour nous, ça a été une vraie prise de conscience. Excusez-moi, j'ai pas de masque, mais il n'y a pas de problème. Je ne sais pas où sont fabriqués ces mouchoirs, mais peut-être pas. Mais vous voyez, j'étais au cœur du dispositif, puisque j'avais pas le droit de vendre des masques. J'étais probablement, Leclerc, Carrefour, Intermarché, on était probablement ceux qui savions les mieux les acheter. Nous n'avions pas le droit d'en acheter. C'était une querelle entre l'équipe de Véran et l'équipe de Lemaire. Et quand on s'est mis à les acheter, on en a, rien que Leclerc, acheté 1,2 milliard. Et on a créé une petite filière française quand même, avec des écarts de coûts de production énormes. Quand on s'est mis à les acheter et de faire le boulot et de l'État, la reconstitution des stocks, de l'hôpital, etc., on a eu le droit à une commission d'enquête parlementaire parce qu'ils n'y croyaient pas et ils pensaient, de droite ou de gauche, qu'en fait, si on avait été aussi vite, c'est qu'on avait des stocks préalables. On a dû aller se justifier auprès de commissions d'enquête parlementaires parce que nous, entrepreneurs privés, avec des jeunes boutonneux et des ordinateurs, on est allé chercher les masques qu'ils n'avaient pas trouvés, que peut-être ils n'étaient pas allés chercher non plus. Donc ça, on a vu ce changement de rapport avec l'État, à la fois sollicité et en même temps jaloux de cette capacité. La question des approvisionnements s'est reposée encore avec la guerre en Ukraine, où partie spéculation, partie vraie rupture de chaîne d'approvisionnement, les États, les législations se sont retrouvés, les uns rouvrant leurs frontières, les autres les refermant. Conséquences des sanctions, conséquences directes, mais conséquences indirectes, déplacement des marchés. On voit bien qu'aujourd'hui, l'État a essayé de se réémisser auprès de la puissance des entreprises, avec plus ou moins de bonheur. Donc d'un côté, on est facilement antilibéral, et de l'autre côté, on fait quand même appel beaucoup aux entreprises. Et évidemment, plus on va dans une compétition internationale qui à la fois n'a plus de repères, ne rentre plus dans nos repères classiques de Sciences Po à la fac, quoi. Ou de nos livres d'histoire. Et puis on finit par ne pas voir qu'on ne traite pas de la même manière les conséquences d'un conflit en Ukraine et les conséquences d'un conflit à Gaza, par exemple, ou au Yémen et autres. Et donc pour les entreprises qui sont directement impactées, c'est à chaque fois un changement d'interlocuteur, un changement de dimension. La route de la soie, elle passe désormais par l'Afrique du Sud. Elle était prévue pour passer plus haut. C'est 20 jours de conteneurs en plus. Ça veut dire que même nous, pour approvisionner des magasins Carrefour ou Leclerc à La Réunion, c'est une incapacité d'aller livrer des produits frais, par exemple. Vous voyez, et c'est intéressant, justement, que chacun, dans le BTP, dans l'électricité, dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, on s'interroge, finalement, sur la place de l'activité de nos entreprises dans cette recomposition, dans cette décomposition ou cette recomposition, et comment on l'appréhende. Ça, c'est d'un point de vue pratique. Et on a besoin, quand on se retourne vers les États, de ne pas être simplement des demandeurs de compensation, mais aussi d'accompagnateurs de solutions. Et on le voit bien avec l'intelligence artificielle, avec la capacité de pomper les droits d'auteur de Pascal Boniface, qui sont, à mon avis, très conséquents, vu le nombre de bouquins qu'il y a à Montparnasse dans les librairies relais. Vous voyez bien que le droit d'auteur à la française, s'il n'est pas soutenu par un droit des brevets, un droit d'auteur à l'européenne, et encore négocié au niveau international, c'est illusoire. Et donc, je cite ces quelques exemples pratiques, parce que ça nourrit, dans le même temps, deux tendances. Une tendance, on se débrouille, et on voit les entreprises aujourd'hui foncer, par exemple, sur le solaire. Je peux vous dire que dans la distribution française, on sera, en 2027, on aura 50% d'autoconsommation, quand la première gigafactory française aura l'autorisation de construire. C'est-à-dire qu'on est passé du gasoil russe,
que Leclerc importait comme Intermarché, comme Total, etc. On est passé du gasoil russe aux panneaux solaires chinois. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris le temps de créer une filière française, de se parler même nous, entre entreprises, et même avec les collectivités locales qui doivent repasser après nous, qui sommes censés être des bons négociateurs, mais qui achètent forcément plus cher une fois qu'on a pris ce marché. Donc, vous voyez, il y a ce côté de la foire à la débrouille qui ne dit pas demain qui nous amène à passer d'une situation de dépendance à une autre dépendance, ou même aller chercher du gasoil dans le golfe du Mexique, ce qui est passé d'une dépendance de l'Europe du Nord russe aux raffineries américaines. On est dans ce climat-là. Et puis de l'autre côté, politiquement, face à cette incapacité de retracer une route, en tout cas d'en discuter ensemble et de regarder si la multiplicité de ces routes peut nous conduire à l'expression conquérante d'une politique économique française, il y a un grand sentiment, un peu comme dans la société française, de déclassement, mais d'entreprises qui, du coup, nourrissent une demande de lignes Maginot, une demande de protection, parfois justifiée, parfois juste conceptualisée, sans se demander si un tel protectionnisme peut exister. C'est au fond, quand on aborde la question de la souveraineté, la question majeure, qui est de savoir si on parle de souveraineté en essayant de se donner la maîtrise de notre destin, de notre approvisionnement, de nos capacités de production, ou si c'est la protection par rapport à des concurrences par rapport auxquelles on laisse le marché, où on a baissé les bras. Et c'était intéressant. Il y a une commission à l'Assemblée nationale qui s'est créée sur les souverainetés alimentaires. Et j'ai trouvé ça, bon, vous le connaissez bien, Philippe Chalmin répondant en premier à la question sur l'intérêt d'une telle commission, lui répond, je ne vois pas l'intérêt de parler de souverainisme alimentaire à partir du moment où, malgré toutes ces crises, on reste un grand pays exportateur de produits agroalimentaires, et que même si on a un problème de surcoût, un problème de coût, un problème de transport, on n'est quand même pas un peuple du Sud à la ramasse par rapport à des plans de production, etc. Et donc c'est ça l'intérêt, je pense, aujourd'hui de lancer comme débat. C'est au fond, dans les multiples injonctions qui interpellent la matrice de décision d'un industriel, la décarbonation, moins de pollution, moins de gaspillage, la RSE, enfin au sens social du terme, la géopolitique, aujourd'hui, et encore c'est un gros mot, les éléments de la géopolitique, les fondamentaux, mais aussi les aléas de la géopolitique, font partie dans le Rubik's Cube d'une des couleurs que qui va nous amener à faire tourner notre matrice. Et ce débat, ce matin, nous l'avons vu comme ça, avec Pascal et avec Delphine, c'est juste une manière de le poser suffisamment large, et tant pis si c'est un peu trop large, mais pour que chacun puisse s'approprier ce questionnement. Pour nous, c'est ça, c'est très important. C'est pas qu'un débat d'experts. Lorsque nous voulons rapprocher Neoma et l'IRIS, c'est à la fois centre de recherche, think tank, c'est du corps professoral, c'est la transmission, et c'est aussi des étudiants qui vont arriver très vite à des postes de manager ou de manageuse. Et donc, l'idée, c'est de les imprégner de ce nouveau contexte, et pas simplement de l'anecdote de ce contexte, et de ce qu'ils voient à la télévision, mais aussi des fondamentaux qui sont bouleversés. Et l'idée avec Delphine et avec Pascal, c'est qu'on creuse cette idée pour vraiment, peut-être demain, rassembler un large panel de décideurs économiques et de travailler ensemble, à la diversité des réponses que chacun s'appliquera à lui-même, mais dans un intérêt commun. Voilà, vaste programme, Monsieur Boniface. Et alors, donc, merci d'être là. Et toi, chère Delphine, qui est notre chef, en fait, nous ne sommes présidents que pour que dalle. Qu'est-ce que tu voudrais que je... Et donc, je vais inviter, viens inviter avec moi à la première table ronde.